J'ai le privilège de recevoir aujourd'hui nos amis de l'association d'amitié algéro-danoise, à l'initiative de notre ami le professeur Khiati, président de la Forem. Et donc c'est une visite qui nous honore d'autant plus que nous avons l'habitude de recevoir ici. On avait l'habitude de recevoir donc nos amis danois, l'ancien ambassadeur danois qui était régulièrement notre invité ici. Nous espérons que celui qui est actuellement en poste le sera également. Mais nous avons des contacts tout de même avec. Et je voudrais rappeler qu'entre l'Algérie et le Danemark, il existe de très vieilles traditions sur le plan culturel, sur le plan économique, commercial, que nous espérons voir s'éterniser. Et donc, disons bienvenue donc à tous nos invités, à M. Ben Yahya, président de l'association algéro-danoise, qui nous fait l'honneur d'être aujourd'hui à la tribune. Et la parole est au professeur Khiati. Bismillahirrahmanirrahim. Comme l'usage le veut et la tradition, je remercie d'abord M. Tarab et M. Cherbel, les responsables du journal Moujahid, de nous avoir accueillis aujourd'hui dans cette enceinte qui, je pense, est un forum de discussion et comme l'a dit tantôt Tarab, a été, depuis sa création, un espace, j'allais dire de libre pensée, mais tout de même, où il y a une liberté d'expression de laquelle on profite de temps en temps, en tant que société civile, bien sûr. J'aimerais, en votre nom à tous, souhaiter la bienvenue à nos amis danois qui sont parmi nous aujourd'hui. Nos amis qui ont failli ne pas arriver avec ces volcans qui ne cessent de souffler, mais comme cette fois-ci nous étions protégés par la baraka, les vents ou les poussières dégagées par les volcans sont partis de l'autre côté et donc nous avons pu les accueillir avec nous. L'association d'amitié algéro-danoise, je la considère comme une sœur jumelle de la Forem, puisque depuis sa création, il y a à peu près 2 ans, nous travaillons avec elle, nous nous voyons assez souvent, soit en Algérie, soit à Copenhague, et nous essayons bien sûr de coordonner nos actions pour les grandes actions humanitaires. En votre nom à tous, j'aimerais donc non présenter, mais au moins citer quelques personnes présentes dans cette délégation. Tout d'abord, j'excuse bien sûr ceux qui n'ont pas pu être aujourd'hui parmi nous. Je citerai notamment le président du Parlement qui a été pris pratiquement à la dernière minute et qui devait être présent dans ce groupe-là, mais également le rédacteur en chef du journal Politiken, qui est le journal politique du Danemark, qu'on peut comparer par exemple au journal Le Monde, un homme extraordinaire qui est retenu par la maladie, pour lequel donc je vous demande d'avoir une pensée pour lui et en faisant une prière pour qu'il se rétablisse assez rapidement. Parmi les gens ici présents, nous avons tout d'abord à tout honneur, à tout souvenir, tout honneur, donc Madame Bent Hansen, qui est notre ancien Moujahida. C'est une personne merveilleuse, puisqu'elle a été dirigée à la radio de Copenhague pendant des années, qui a participé activement au cours de la lutte de libération nationale algérienne au soutien de différents réseaux. Elle s'est même déplacée en Yougoslavie pour l'accueil des malades et des blessés, des handicapés, pour la réhabilitation sur place. Elle a eu constamment des positions remarquables et elle a été honorée par le ministère des Anciens Moujahidines comme étant un des éléments, ce qu'on appelait à l'époque, comme vous savez, les porteurs de valises, mais ailleurs il y avait également les porteurs d'idées et elle était parmi les porteurs d'idées et de positions. J'aimerais également citer notre ami, monsieur l'ambassadeur,
un ex-ambassadeur donc du Danemark en Algérie, qui a eu toujours également des positions constantes pour défendre les causes justes, et nous nous honorons qu'il soit présent dans cette association. Je pense que si vous l'interrogez, il pourra répondre. Je citerai également l'avocat maître Orlang, qui aujourd'hui est là et qui peut être comparé, si on peut faire la comparaison, comme étant le Vergès du Danemark. Maître Orlang est un homme extraordinaire qui est derrière toutes les causes justes. Il n'ose pas, lorsqu'il s'agit de la justice, des causes justes, donc tatillonner n'importe qui, y compris le gouvernement danois, puisqu'il a été derrière plusieurs affaires, dont celle d'ester en justice le gouvernement américain, et il a eu gain de cause lorsqu'un avion en 1968 est tombé portant des ogives nucléaires. Et donc il a demandé des réparations pour les gens qui ont travaillé donc dans le site. Et donc on peut faire la comparaison avec ce qui s'est passé en Algérie, bien sûr, avec les déchets nucléaires qui sont cachés on ne sait pas où. Il a été également derrière d'autres causes, comme celle d'ester le gouvernement danois qui a envoyé des soldats en Irak et on ne sait pas pourquoi. Il est derrière dans le réseau des avocats qui soutiennent la cause sahraoui. Il est également dans le réseau des avocats qui soutiennent la cause palestinienne, notamment ce qui s'est passé à Gaza. En fait, il est présent partout lorsqu'on a besoin de lui. Donc, vous pourrez également lui poser quelques questions. Et bien sûr, donc, il y a, disons, la locomotive du groupe, en quelque sorte, c'est le docteur Ben Yahya Mostafa, qui a fait sa médecine à Oran et qui est parti il y a plus de 15 ans, donc 20 ans, plus de 20 ans. Aujourd'hui, il est orthopédiste, donc médecin principal dans un grand hôpital, dans l'un des plus grands hôpitaux de Copenhague. Et il fait également des merveilles avec ses mains, tout en faisant des merveilles avec sa tête. Et donc, c'est à lui qu'échoit l'honneur aujourd'hui de présenter un peu cette association d'amitié algéro-danoise, et en même temps de nous parler des problèmes de l'heure, notamment, je pense que dans vos esprits à tous passe en filigrane le problème de la fermeture de l'ambassade du Danemark à Alger en septembre prochain, mais vous pourrez poser des questions à ce sujet. En ouvrant une parenthèse pour vous dire que le Danemark n'est pas à sa première décision de ce genre, puisqu'il a fermé son ambassade à Rabat, il l'a réouverte. Il a fermé son ambassade en Australie 3 fois et il l'a réouverte, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que des décisions de ce genre ne sont jamais définitives. Donc, je passe tout de suite la parole au docteur Ben Yahya, Mostafa Ben Yahya, qui va nous parler donc disons, de l'association et de ce qu'elle défend comme objectif. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Merci beaucoup pour le journal Al-Moujahid qui nous a donné l'occasion de s'exprimer devant un public aussi large et les journalistes pour pouvoir donner un petit peu ce qu'on a dans le cœur et dire ce qu'on a sur les pensées dans l'avenir. Donc le thème d'aujourd'hui, je voulais premièrement, comme je suis algérien mais je suis aussi danois parce que je suis au Danemark, j'ai la nationalité aussi danoise, je suis marié avec une danoise, j'ai des enfants qui sont ils sont danois mais ils sont toujours, quand il s'agit du football, ils supportent l'Algérie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai rien fait, mais ils le font. Et donc c'est dans l'intérêt de tout le monde de défendre la cause juste et correcte entre les deux pays. Et j'ai fait une petite recherche historique pour voir à peu près l'histoire entre l'Algérie et le Danemark. Moi, personnellement, j'ai été un petit peu étonné dans le temps que l'histoire, c'est-à-dire entre les deux pays, c'est pas seulement des années 60, mais vous allez voir, c'est une histoire qui est très, très ancienne. Avant tout, donc, je commence à présenter l'association un petit peu. Donc, notre association, voilà, on s'appelle l'Association d'amitié danois-algérienne. C'est un organisme non gouvernemental. Merci beaucoup.
organisme non gouvernemental. Donc nos objectifs ils sont clairs et nets. Donc on a un statut qui est reconnu par les autorités, qui est sur les sites. Et le papier il a été fait par Maître Arlan, donc il est dans les normes juridiques internationales. Et on partage un petit peu les déclarations universelles des droits de l'homme. C'est notre organe de travail. Donc on n'a pas d'aspect religieux ou ethnique, donc on part sur les valeurs humaines universelles. Voilà. Donc pour commencer les relations algéro-danoises, pratiquement j'ai trouvé un papier qui est très intéressant qui date de 1746. C'est le 10 août 46. Il a été signé un contrat entre l'Algérie et le Danemark sous le régime du roi Christian le VIe et le Bacha Ibrahim Koutout, des gouverneurs d'Alger. Donc ce contrat, donc il y avait 22 articles. J'ai même réussi à trouver le papier original dans la Bibliothèque nationale du Danemark. Il est toujours valable, il est toujours là. Et j'ai même pris une petite photocopie des signatures de l'époque. Donc notre signature en arabe et le cachet du roi, Christian le VIe. Ça aussi, c'est une autre signature. Voilà. Ça, c'est un texte qui est rédigé en ancien danois sur les relations, l'article. Donc, il a été aussi fait le 22 Rajib 1159. Donc, ils ont écrit, c'est-à-dire déjà à l'époque, ils étaient conscients de c'est-à-dire des dates arabes. Donc, 1159, 22 Rajib, Shahr, qui correspond au 10 août 1700. Donc j'ai marqué le 8, mais au fond c'est le 10 août 1746. Bon, revenons aussi aux relations algéro-danoises. Pour ceux qui connaissent le Danemark, quand on dit Danemark, c'est Tivoli. Et quand on dit Tivoli, c'est le Danemark. C'est-à-dire Tivoli, c'est un très grand parc qui est connu à l'échelle internationale. C'est le symbole de Copenhague. Ça, c'est l'entrée principale de Tivoli. Quand on rentre à l'intérieur, on croit qu'on est à Alger, quelque part. Ça, c'est Tivoli. C'est bizarre, il y a même le croissant. Oh, ça ressemble à une mosquée, c'est pas à Beblouet, c'est Copenhague. Pourquoi cette histoire? Parce que c'est ce monsieur-là, qui s'appelle Georges Carsten Bernard, qui est né le 31 août 1812 à Alger, et qui était le fils de Carsten Johan Arnold Hermus, qui était le consul général du Danemark en Algérie, en 1812. Voilà, donc ce jeune homme-là, il a été impressionné parce qu'il a eu son enfance en Algérie. Il vivait à l'époque dans les palais d'Alger. Il était impressionné par l'aspect architectural, les façons, les mosaïques. Et quand il est devenu grand, il ne pouvait pas cesser après. Donc il est devenu un officier de l'armée du Danemark. Et entre autres, c'était un fondateur, c'est un entrepreneur. Donc c'est lui, sous ses commandes, qui a fait des plus grandes réalisations au Danemark, entre autres le fameux Tivoli qui est le symbole de Copenhague. Ça, c'est à l'intérieur parce qu'il y a des attribus. C'est les petits soldats de Tivoli qui font de la musique, qui tournent un petit peu de temps en temps, ils font des parades. Mais bon, malheureusement, les relations entre le Danemark et l'Algérie, c'était pas la vie en rose toujours. Il y avait toujours des petits litiges et à l'époque, c'était pas anormal qu'il y ait des petites attaques. Bon, comme vous le savez toujours, il y a plein de nations qui ont essayé de nous attaquer, entre autres les Danois. D'après les livres danois de l'histoire, ils disent comme quoi les bateaux danois, ils ont essayé un jour d'attaquer Alger. Mais d'après les Danois aussi, ils marquent que ce n'était pas une très grande réussite parce qu'ils ont envoyé 2 bateaux. Mais au fond, quand ils sont arrivés aux côtes d'Alger, ils sont rendus compte qu'avec les canons qu'ils avaient, ils pouvaient juste faire lancer des boules de canon, c'est-à-dire horizontales. Mais ils n'ont pas fait pour toucher des cibles sur la terre, parce qu'il fallait un truc un petit peu en eau. Après, ils se sont rendus compte, ah, bah, c'est pas vrai ça, donc ils sont sauvés. Mais les Algériens, ils ne sont pas s'arrêter là. Ah, vous venez nous attaquer. Donc ils sont partis complètement haut, au niveau de la Manche, les côtes anglaises. Et ils ont attaqué les bateaux danois. Et ils ont récupéré à l'époque, plein de prisonniers danois. Et d'après les livres d'histoire, il y a aux alentours de 1000 aux 1200 Scandinaves, entre autres des Danois, des Norvégiens, des Suédois, qui étaient vendus en Algérie comme des esclaves. Mais ce n'est pas toujours aussi négatif que ça, pour voir aussi la grandeur des nations. Parce que j'ai des exemples. Il y a celui-là, il s'appelle Hark Olof. C'est une histoire exceptionnelle, extraordinaire. C'est un jeune marin, à l'époque il avait 16 ans, il était sur un bateau danois, quand il y avait les Algériens qui ont
voir les agresseurs, donc on est obligé de répondre, on peut nous appeler comme ils veulent, c'est-à-dire tout le monde dans le monde. Donc c'était la vie à l'époque, c'était le plus fort, c'est celui qui gagne. Donc il y a ce jeune Olof donc, qui a été capturé en 16 et qui a été vendu en esclave à Constantine. Il a été acheté par un notable qui a été rapidement vendu pour un autre et 2 mois après il a été acheté par le bey de Constantine. Donc Olof il est né en 1708 dans une petite île du sud du Danemark, Omro. Comme j'ai dit, il a été capturé en 1724 par les marins algériens dans une bataille au niveau des côtes anglaises. Là, il était en tant qu'esclave, donc il servait. Il était l'un des... Un petit peu, il avait la chance. Et il était élégant, donc il servait le café. Il avait une certaine élégance scandinave. Il était le serveur du café du bey. Mais rapidement, ce petit jeune élégant danois, le bey, il a observé qu'il avait des qualités quand même d'intelligence. On ne peut pas se résumer juste pour le café. Il a testé, il a trouvé qu'il était assez intelligent. Donc il a désigné en 1727-28 comme un trésorier du bey. Et il a fait très très bien son travail. Et entre autres, il commence à se développer, il commence à faire un petit peu d'activité physique. Et le bey, il a observé, ce monsieur-là, il a une carrure assez rapide, assez forte. Donc il voulait l'utiliser, c'est-à-dire voir qu'est-ce qu'il peut faire. Il l'a désigné comme étant le commandant de la garde du bey en 1728 jusqu'en 32. Et en le voyant, ce petit Danois, il s'est développé, il a vraiment répondu à sa tâche d'une manière exceptionnelle. Donc le bey, il était un petit peu impressionné, il dit, oh là, c'est un trésor, et c'est un Danois. Donc en 32-35, il a été qualifié d'Ara. À l'époque, c'est le commandant-chef de la cavalerie de la région. Il a fait des batailles, il a fait des activités militaires d'une grande valeur. En 32, donc, il est devenu le chef de la cavalerie, Ara al-Dahra, et en 32-33, il s'est converti dans l'islam, il est parti à la Mecque, il est devenu musulman. En 35, donc, il est devenu le chef suprême de l'armée, il a participé à plusieurs, j'ai son CV aussi, parce que je l'ai trouvé dans la Bibliothèque nationale. Si vous voulez, après, je peux vous le montrer. Donc, en 35, il a participé à une grande bataille, la conquête de la Tunisie. Il a fait vraiment un travail immense, où il décrit lui-même, parce qu'il a écrit ça, sa mémoire. C'était le livre que j'ai montré à la première page. Il a écrit son mémoire, donc il a expliqué comment il a essayé d'entourer l'armée de la Tunisie à l'époque. Il y avait aux alentours de 1000 soldats, il les a emboutis de telle manière. C'était vraiment une victoire écrasante. Et ça, c'est à ce moment-là, donc, on lui a rendu sa liberté. Elle a dit, bah, écoutez, cher monsieur, vous ne pouvez pas faire plus ce que vous êtes libre de partir si vous voulez partir. Donc, il est reparti au Danemark. Il est venu en tant qu'esclave à l'âge de 16 ans, un petit jeune matelot, tout en étant esclave, mais en Algérie, parce qu'on a découvert sa qualité et sa valeur réelle, donc on lui a donné la chance, il est devenu le général. Et quand il est revenu au Danemark, il est rentré chez lui en 1835, comme un grand soldat. Il était très très riche et c'était une personnalité. Même le roi Chrétien le VIe, en 42, il l'a reçu. Et a priori, c'était pas très très clair, c'était lui qui a conseillé le roi de faire des relations avec l'Algérie officielle, parce qu'il a dit c'est une nation qu'il faut traiter. Si on fait un traité officiel avec eux, ils le respectent et vous ne risquez aucun problème sur ce plan. Et le roi, donc, il a. Et en 1947, il a fait la publication de sa autobiographie qui est toujours dans la bibliothèque. J'ai une copie ici aussi si vous voulez. Ce livre-là a été traduit en allemand 2 ans après. Parce que les Allemands, toujours quand il y a quelque chose concernant la guerre, parce qu'ils avaient toujours des intentions, des ambitions d'attaquer. Donc ils essaient de voir à peu près s'il y a des stratégies. Même en rentrant au Danemark, il a gardé le style algérien. Donc il s'habillait comme ça. Ou les autres regardaient mieux où est-ce qu'il vient, mais c'était comme ça, parce que c'était des vêtements très élégants, avec la soie, il y avait plein de très très belles choses, il était fier. Il a porté ses vêtements une très très grande période, de toute façon il s'est marié, il a des enfants, etc. Et ça c'est sa tombe, qui existe toujours, donc avec une petite historique sur son histoire, on marque aussi l'Algérie, et avec le symbole du guerrier. De l'autre côté de la tombe, il y a même un musée, un petit musée, dans sa ville natale.
On expose ses objets personnels avec son histoire et la fierté de ce Danois qui est parti à l'âge de 16 ans pour revenir en tant que général, qui a fait ses preuves de la Méditerranée. Et à l'époque, c'était une grande nation. C'est comme on parle, je ne sais pas de quel pays, mais je ne vais pas faire de publicité. Bon, il y a aussi un autre Danois qui était impressionné de son passage en Algérie. Il a écrit un très grand livre qui s'appelle La légende de la colonie à la guerre tactique actuelle. C'est le livre qui a été édité une deuxième fois. Donc, je vais vous expliquer à peu près après. Donc c'est Adolf Wilhelm Dinesen, qui est né en 1876, en 1937. Il vient de terminer sa formation en tant qu'officier de la marine de Sa Majesté, du Royaume du Danemark. Il s'est engagé volontairement dans la Légion d'honneur française. Donc il est parti en Algérie pour faire la guerre avec les Français, parce qu'il était un petit peu impressionné, il voulait voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe, il y a la guerre qui se présente, il voulait bien. Mais une année après, il est reparti chez lui en Algérie. Plutôt au Danemark, pardon, excusez-moi. Et quand il est reparti, il a écrit un très grand livre. Premièrement, il est devenu l'un des plus grands, comment dirais-je, qui s'est opposé à la colonisation et à la France. Et il a écrit c'est-à-dire un livre sur l'Emir Abdelkader, en le décriant, c'est-à-dire comme étant une très grande personnalité, d'une intelligence, c'est-à-dire inhabituelle. Il est vraiment d'une capacité intellectuelle immense. Il disait dans les détails, parce que j'ai lu le livre, dans les détails, il a dit l'Emir Abdelkader, les généraux français, quand ils étaient avec lui pour discuter, il parle avec eux d'une stratégie que les généraux, ça leur prend parfois plus de 4-5 semaines avant qu'ils comprennent l'enjeu. Il a dit, mais c'est pas vrai, c'est-à-dire toute cette force diplomatique, militaire, expérimentée, etc. Il y a un jeune Algérien qui n'a pas fait vraiment de grande école ou de grande expérience, qui arrive à les manipuler, qui arrive à discuter avec eux, qui mettent par exemple des contrats, c'est-à-dire d'une très très grande valeur que les Français même, ils n'arrivaient pas à comprendre jusqu'à ce que 2-3 mois après, ils disent, ah oui, mais c'est ça ce qu'il voulait dire exactement. Donc le livre, il a été publié en 1840 et traduit bien sûr par les Allemands en 1942. Les Français, c'est-à-dire il a été fait traduit en français en 2002 et il a été réédité au Danemark en 2006. Actuellement, il est disponible dans les librairies, la Bibliothèque nationale. Si on veut l'acheter, on peut juste sur le net, on l'achète. Parce qu'il est toujours d'actualité. Ils ont trouvé que c'était très très intéressant de rééditer, parce que quand même c'est une histoire assez importante. J'ai marqué entre parenthèses le grand-père de Karen Blixen, Adolf Wilhelm Dinesen. C'est le grand-père maternel de Karen Blixen. Karen Blixen, c'est aussi un symbole de la femme. C'est une écrivaine danoise qui est connue à l'échelle internationale. Elle a aussi émigré en Afrique. Il y a aussi le film Out of Africa avec, comment ça s'appelle, je me rappelle l'acteur. Exact, Meryl Streep. Donc c'est une dame qui est pourtant, c'est-à-dire, on comprend un petit peu pourquoi elle était attirée par l'Afrique, c'est sûr, c'est son grand-père et son aventure en Algérie, c'est ça l'attirateur qui l'a poussé à découvrir ce monde magique. Qui est-ce qui ne connaît pas l'Emir Abdelkader? Donc, je n'ai pas à vous apprendre, c'est-à-dire la personnalité de cet homme qui est né en 1808, près de Mascara, 83 de Damas, il est mort. Donc un émir, théologien soufi, également écrivain poète et un chef militaire. On avait dans l'association une ambition quand même assez noble, parce qu'on trouvait une personnalité de ce calibre. Il écrit aussi, si les musulmans et les chrétiens avaient voulu me prêter leur attention, j'aurais fait cesser leur querelle, qui serait devenu extrêmement des frères. Donc pas d'hypocrisie, parce que pour lui il était vraiment un homme sage. Et pour moi personnellement, et l'association, ils sont d'accord aussi, c'est une personnalité normalement qui devait être compensée avec un prix Nobel de paix. Parce qu'on a les prix Nobel de paix parfois qui ont été donnés sur les intentions. Et celui-là, il a libéré 15 000 chrétiens syriens de la mort réelle qui a été récompensée, des tsars, des rois, les Américains à l'époque. On a même vu hier des cadeaux dans le musée qui renforcent. Mais malheureusement, je suis rentré sur le site de prix Nobel de la paix, c'est marqué un article bien déterminé qui ne peut pas être donné posthume. Mais si on le fait citer sans recevoir, c'est déjà une très très grande victoire.
Mais je crois, c'est-à-dire on peut travailler sur ça pour voir quelles sont les possibilités. Parce que parfois, ils ont du mal à trouver une personnalité valable pour récompenser. Ben, on a un exemple. Pour revenir juste un petit peu aux histoires, au fond, j'ai marqué 1740, mais quand on voit dans l'histoire danoise, on vient de découvrir des pièces monétaires musulmanes avec le Khat el-Koufi, l'année dernière, lors des temps, qui datent de 1400 ans. Donc, il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez Hans Christian Andersen, c'est là une grande légende, écrivain, qui était aussi impressionné. Il est parti en Arabie, j'ai essayé de voir son trajet à peu près, j'arrive pas, mais probablement il a fait un petit tour dans la Méditerranée à côté de l'Algérie. Donc, quand il est rentré, il était impressionné, il a écrit plein de choses, il a marqué La ilaha illallah, la Kuningud. Donc il était impressionné, il a marqué. Et c'est Johann de Milius, c'est le fondateur de Hans Christian qui a ramassé les papiers, qui a lu ses littératures et tout. Il y a aussi le roi, Christian V. C'est un Danois. Hier, j'ai vu un exposé par le ministre qui a été fait par l'ambassadeur du Royaume du Danemark, Ariad Fetch, concernant Carsten Niebuhr. Donc, c'est un chercheur, historien, biochimiste, qui a été envoyé par le roi V en Arabie. Quand on dit l'Arabie, c'est tout le monde arabe ou musulman, parce qu'à l'époque, ils étaient impressionnés par la civilisation, par le savoir-faire arabo-musulman. Donc, ils ont même ouvert, c'est-à-dire un institut dans l'université du Danemark qui s'appelle l'islamologie et l'arabologie, parce qu'ils veulent étudier le savoir-faire, d'où est-ce que vient, comment. Donc ils ont même envoyé des gens pour se former, pour être impressionnés, c'est-à-dire imprimés par ce savoir. Donc Carsten, il est resté presque 7 ans durant un tour. Il a ramassé plein d'informations, plein d'idées, plein d'herbes, plein de cartes, plein de savoirs. Donc il est reparti au Danemark et son institut il existe toujours. Et il a plein de chercheurs qui font du travail, ils sont installés un petit peu dans le monde. Ils n'ont pas ouvert l'institut musulman danois en Algérie, mais ils l'ont fait en Syrie, ils ont aussi un en Égypte. On essaie de voir aussi si on peut faire en collaboration quelque chose qui ressemble. Et comme vous voyez, même lui, quand il est rentré, il a plein de photos avec les vêtements arabes ou musulmans, avec la soie, avec le... Bon, ça c'était dans les 1700-1800. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée seulement là. Il y a aussi les amis d'Algérie. Il y a un journaliste qui nous a écrit, ça fait pas longtemps, qui a été contacté par une de mes amies, Birgit. C'est un journaliste, Johan Pedersen. Et j'ai marqué Igersafen. A priori, c'est une ville en Kabylie. Parce qu'il est venu après l'indépendance avec le comité c'est du comité danois, algéro-danois. Donc ils ont ouvert, ils ont donné une école à Igersafen après l'indépendance. Ils sont même venus la voir. On va parler ça après. Et là aussi, c'était l'un des premiers qui a écrit un livre sur la guerre d'Algérie, qui est paru au Danemark. Et le livre, il s'appelle Den Blodisen, c'est-à-dire le sable ensanglanté. Il disait dans son mail, à l'époque quand il est venu, il était mis dans une vitre devant la porte d'entrée au niveau de la fac centrale, plutôt de la bibliothèque centrale d'Alger. Je ne sais pas s'il est toujours là. Mais lui, il était presque sûr s'il est là. Il est venu en les années 60, 3, 4, 5, je ne me rappelle plus. Il a eu son contact à l'époque de la Révolution, c'était avec le représentant du FLN à Stockholm, dans les pays nordiques. Il s'appelait Mohamed Sherif Salhi. Il disait dans son email, s'il est toujours vivant, il devrait être très très vieux. Parce qu'après, il a maintenu son contact avec lui, même quand il est parti à Hanoï, etc. Donc il a suivi, c'est-à-dire dans le contact pour soutenir les causes justes dans le monde, en s'inspirant de la lutte algérienne. Il a été déclaré comme étant le frère des FLN par le gouvernement transitoire d'Alger en exil en clair, officiellement. Et il est toujours vivant en fait. Et il travaille, le correspondant danois à Paris, malgré qu'il est âgé, il est toujours vivant. Et il y a aussi monsieur le docteur Johan Glavin, qu'on a l'honneur de recevoir parmi nous aujourd'hui, sa fille, Birgit Glavin. Et ça, c'est un article qui est paru au journal El-Moujahid. En 1979, le 1 ou 2 janvier, c'était juste après la mort de Boumediene, lui aussi, donc, il a été aussi invité par le président de la République à l'époque, à l'occasion du 10e anniversaire de l'indépendance
en 72, il est venu en Algérie. Donc le journal, quand il est mort, bien sûr, ils ont écrit un article, j'espère qu'on va trouver l'original, hommage au docteur Johan Glavin, qui considère comme un très grand ami de l'Algérie. Avec d'autres journalistes, ils ont fait vraiment un travail immense pour faire connaître l'Algérie et la cause algérienne à l'époque. L'Algérie n'a pas oublié ses amis. Et ça, c'est nos qualités. Donc, par décret ministère des Moudjahidines, le 28/4/2005, il y a des Danois qui ont participé, qui ont fait un travail pour la cause algérienne, qui ont été recensés avec du mal parce qu'on n'a pas vraiment de documentation pour voir. Ils ont ramassé des informations et on a plein de Danois qui ont été récompensés, entre autres Madame Bente Hansen, qui est parmi nous aujourd'hui. Donc, il a reçu Wissam Istihqaq al-Watani, donné par l'ambassadeur d'Algérie au Danemark. Et il y a aussi M. Werner Andreasen, Paul Müller, Nils Wiesmann. Et croyez-moi, si je commence à rentrer, à détailler tous ces gens-là, ce qu'ils ont fait, on ne va jamais terminer. Mais je crois que je me contente de dire les noms. Et j'espère que vous allez comprendre ce qu'ils ont fait pour nous. Je vais expliquer un petit peu en général. Il y a aussi d'autres amis. Preben Knudsen Gordel, qui est mort. Christian Andersen, Gunnar Jensen, Preben Kinch, Taylor, Albert Wolf, pour citer que quelques-uns parmi eux. Donc, il y avait un comité qui s'appelait Algérie Comité, le comité algérien-danois, qui était fait par les Danois pour soutenir l'Algérie. Donc, premièrement, le rôle primordial, c'était l'information. C'était d'informer sur l'atrocité, rejeter le colonialisme, donner, c'est-à-dire l'appui pour la cause algérienne. Il faut qu'ils se libèrent, il faut libérer ces gens-là, il ne faut pas les laisser, c'est-à-dire crier, par exemple, au crime contre l'humanité. Ils ont fait un travail immense. Il y a aussi le journaliste que j'ai cité son nom en premier, Johan Pedersen, qui travaille dans Dagbladet. C'est un truc démocratique. À Aarhus, c'est une ville à Copenhague. C'était un organe très très important pour soutenir la cause algérienne qui a été publié à large, c'est-à-dire à un niveau très large. Avec le soutien, bien sûr, lui aussi, il a cité, il a dit, et sans ces gens-là, je ne pouvais pas faire mon travail, parce que c'était quand même assez audacieux, un pays chrétien, européen, qui s'aligne avec une cause algérienne, musulman en Afrique, contre la France, qui est probablement plus alliée qu'eux qu'autre chose. Donc, c'est que le chef rédacteur Hans Riescher, il lui a donné carte blanche. Il dit, sur cette cause-là, il n'y a aucun problème. Faites ce que vous voulez, je suis avec vous. Entre autres, il y avait le rédacteur politique social-démocrate, c'est-à-dire c'est un parti socialiste danois, et qui était aussi membre du Parlement danois. Il s'appelait Holger Eriksen. Lui aussi, il le soutenait politiquement à une très très grande échelle pour faire passer le message. Il a eu vraiment une très très grande audience à l'époque. Donc j'ai marqué juste la source d'information, c'est lui-même qui m'a dit ça, et qui est toujours vivant. Peut-être, il parle très bien le français, on peut toujours un séjour l'inviter si vous voulez. Pour revenir un petit peu après l'indépendance, le Danemark, pratiquement, c'était l'un des premiers pays qui a ouvert une ambassade en Algérie. C'était en 1964, c'était les premiers qui sont venus à l'époque de Bembella. Bon, comme M. Khayate l'a déjà dit, ce n'est pas une nouvelle activité que les ambassades y sont fermées. Donc le Danemark fait son ambassade en 1994, c'était en présence de M. l'ambassadeur Herlef qui est parmi nous aujourd'hui aussi. Et au fond, c'est-à-dire, il a transféré l'activité diplomatique en Tunisie, tout en gardant le contact en Algérie, et il faisait le va-et-vient. Parce qu'à l'époque, personne ne peut le cacher, c'était un petit peu insécurisant, et les gens, ils avaient le droit, c'est-à-dire de prendre les mesures qu'il fallait. Mais en 87, il est revenu encore en Algérie, et il est toujours aussi parmi nous aujourd'hui, en 2010, avec son épouse. En 87, donc on a fait l'ambassade de retour, M. Herluf Hansen. En 2000, le Danemark il a ouvert son ambassade à Alger et a fait une ambassade régionale, non seulement locale mais régionale, qui couvre tous les pays de l'Union maghrébine, à l'exception du Maroc. En même temps qu'il ouvre son ambassade en Algérie, le Danemark ferme son ambassade au Maroc et en Tunisie. Donc ils ont concentré, ils ont vu, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt quand même assez intéressant, géostratégique, économique et politique. Ils ont concentré. Pour cette raison, on a du mal un petit peu à comprendre pourquoi ils veulent fermer aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, donc le Danemark, il a décidé de fermer 4 ambassades. Malheureusement, l'Algérie, parmi ces ambassades, donc il y a l'Algérie, la Jordanie,
la Bosnie, Nicaragua et le consulat général à Hong Kong. Bon, peut-être M. Hallouf est mieux placé pour parler après, pour dire à peu près quelles sont les raisons et les causes, parce qu'il était outré, il trouve que c'est injuste, c'est incorrect. Il a même écrit des articles à la presse danoise. On a fait aussi, en tant qu'association, on a fait un très bon article pour dire que c'est complètement incorrect de fermer, mais bon. Maintenant, on rentre un petit peu dans l'avenir des relations algéro-danoises. Depuis notre création, donc, on voulait bien faire des activités pour renforcer. Parce qu'au fond, comme j'ai dit à un de vos collègues aujourd'hui, quand on voit dans la presse et dans la télévision, quand on parle des relations algéro-danoises, généralement, c'est toujours les côtés les plus négatifs qui apparaissent. On entend, par exemple, il y a des Danois extrémistes qui ont fait ceci, cela, on ne rentre pas dans les détails, après vous pouvez poser n'importe quelle question, on peut s'exprimer, et c'est la même chose. Malheureusement, quand on parle d'Algérie au Danemark, c'est-à-dire dans les médias, généralement, on parle, il y a un qui a été coupé en 4, il y a l'autre qui a été kidnappé, et généralement, il y a toujours des trucs très négatifs. Mais il y a une majorité silencieuse des deux côtés, j'en suis sûr et certain, qui ne demande que de vivre en paix et en harmonie, à travers, c'est-à-dire contre tout ce qui est, c'est-à-dire fanatique. Donc notre objectif, la culture, c'est le lien le plus important, c'est-à-dire pour ramasser, rassembler les deux peuples. Donc on a une petite ambition, c'est-à-dire d'organiser la semaine culturelle algérienne à Copenhague en 2010. Et pour ça, bien sûr, ce projet ne peut être actuel que s'il y a les instances concernées, entre autres en Algérie, on a contacté ceux qui sont au Danemark, de nous aider, parce que c'est un grand projet qui nécessite des moyens, et nous, on est une petite association qu'on vient de commencer, et pour ça, c'est-à-dire il nous faut des moyens. Et on va essayer de parler entre autres, c'est l'une des grandes causes de venir ici, c'est de voir avec les responsables locaux qu'ils partagent la même envie, la même ambition d'organiser cette... Donc j'ai essayé de voir sur le net pour trouver à peu près une image qui peut être vecteur, c'est-à-dire de transmettre un petit peu la culture algérienne. J'ai essayé de trouver, je trouve que c'est pas mal. Et Moujed, vous êtes les bienvenus si vous pouvez nous aider à trouver une image un petit peu plus symbolique qui correspond au thème. Bien sûr, avant de terminer, parce que j'approche à la fin, je ne peux pas hésiter de dire, on souhaite bonne chance à l'équipe du Danemark, qui sont aussi qualifiés en Coupe du Monde. Et bien sûr, bon, j'ai vu dans la presse, il y a un changement, donc je n'ai pas fait les changements, mais on souhaite aussi un très grand, c'est Inch'Allah, bon courage et bonne chance pour nos verts, Inch'Allah, nous serons là-bas aussi pour les soutenir. J'ai essayé d'acheter un pull pour moi et pour mes enfants aussi. Yes. C'est tak, en danois, ça veut dire merci. Shukran. Donc, merci, Mustafa, pour cet exposé historico-politico-culturel et sportif, puisqu'il a fait un panorama un peu de toutes les relations qui existaient et qui existent entre l'Algérie et le Danemark. Et bien sûr, on souhaiterait que ces relations vont dans le bon sens, c'est-à-dire dans celui du renforcement dans tous les domaines. Je pense que, avec votre permission, on peut ouvrir le débat. Et puis, donc, si des personnes veulent poser des questions, soit au docteur Ben Yahya, soit aux membres de l'association ici présents, vous êtes les bienvenus. S'il y a quelqu'un qui... Oui. Bonjour, voilà, c'est Saïda Gmouni de la Nouvelle République. Je voudrais juste savoir comment vous qualifiez les relations économiques entre les deux pays, côté investissement, et voilà, merci. Je peux répondre à cette question. Bon,
pour commencer, dire que l'Algérie est considérée comme étant les troisièmes, comment dirais-je, les relations économiques, pour le Danemark, c'est le troisième partenaire économique en Afrique. Après l'Afrique du Sud, Nigeria et l'Algérie. Donc on est un partenaire économique très très important dans la région. Donc il y a de très très grandes sociétés danoises, de grandeur internationale. On parle de Novo Nordisk, les producteurs d'insuline à l'échelle internationale mondiale. Et il y a aussi FL Smith, les producteurs des usines et des cimenteries. Il y a aussi AP Müller-Maersk, c'est le shipping, c'est aussi l'investissement dans le pétrole. Pour ne citer que les plus grandes, mais au fond, il y a aux alentours de 70 sociétés danoises qui sont investies en Algérie, et il y a aussi plusieurs autres demandes dans l'ambassade pour voir à peu près la possibilité d'investissement. Donc le nombre d'investissements, il est quand même très très important. Je n'ai pas exactement le chiffre, mais si je peux dire le troisième en Afrique, ça veut dire quelque chose. Saha, merci. Bon, je profite de la présence de l'ancien ambassadeur du Danemark à Alger, s'il peut nous parler de l'éventuelle fermeture de l'ambassade danoise à Alger. Ceci d'un côté. D'un autre côté, il y a vous avez parlé tout à l'heure de l'accident nucléaire qui s'est produit au nord du Danemark, je crois. Bon, il y avait des Esquimaux qui sont venus nettoyer et qui n'ont pas été indemnisés. Je crois qu'il y a un parallèle avec ce qui s'est passé en Algérie, dans le sud algérien, au temps de la France. Donc, est-ce que vous ne profitez pas de cette opportunité concernant les associations algériennes, les ONG algériennes, de nouer des contacts avec cette association danoise pour faire valoir les droits des Algériens à être indemnisés et demander réparation à la France? Merci. Donc il y a deux questions. Oui, deux questions. Den første, han spørger, hvad du synes om lukningen af ambassaden i Alger fra udenrigsministeren. Hvad synes du? Donc c'était, qu'est-ce qu'il pense de la fermeture de cette ambassade? Bien. C'est-à-dire? Oui. Évidemment, ce n'est pas une décision que je trouve bon pour nos relations. Et moi, j'ai déjà essayé de travailler pour une suspension de cette décision. Évidemment, c'est causé des situations budgétaires. Comme vous le savez, les pays européens, pour le moment, ont des difficultés budgétaires. Et chaque ministère a été forcé de trouver des postes qu'on pouvait éviter. Et malheureusement, on a décidé de fermer l'ambassade ici. Mais heureusement, l'Algérie a toujours son ambassade à Copenhague. Et vous le savez, comme ambassadeur, on représente deux pays, le pays d'origine et le pays hôte. Et pour le moment, il faut se baser sur ça. Et en plus, les relations entre les deux peuples sont toujours là. Et je suis sûr que les liens entre nos deux pays sont si forts, comme bien expliqué par mon ami Mustapha, qu'on peut survivre une période de suspension. Mais il y a une histoire au Danemark de fermer l'ambassade et rouvrir, et j'espère qu'on verra encore un exemple ici à Alger. Merci. Han spurgte, fordi vi har givet lidt anledning, han spurgte i hvert fald, vi har hørt, der var nogle lignende med nuklear udslip i Nordjylland, i Grønland, og vi kan ikke klare være med at tænke i sammenhæng mellem den samme Tjernobyl i Grønland og i Algeriet. Hvad synes du, om situationen, for eksempel fordi franskmænd vil ikke erkende, hvad synes du juridisk mæssigt, hvis man kan sammenligne de to? Jeg kan måske sige lidt om
Bien sûr, je vous en prie. Merci. On regarde le cas de fermeture de l'ambassade du Danemark ici. Moi, je trouve aussi comme M. Elofansen, c'est une décision très mal. C'est une bêtise. Et je trouve qu'elle est prise dans une vue très courte. Parce que dans l'avenir, je suis certain qu'on va faire une réouverture à l'ambassade. C'est un problème que nous avons maintenant parce que nous avons un gouvernement qui prise des décisions en regard très, très court. Et après un an, au maximum 1 an et demi, je crois qu'on va installer un autre gouvernement chez nous et je suis sûr qu'il va faire les réouvertures. Et ça veut dire, c'est mon conseil à vous de épargner les frais de fermeture et les frais de réouverture. Et au lieu de ça, on doit préserver l'ambassade. J'espère que si l'ambassade du Danemark ici est fermée, j'espère que malgré ça, l'Algérie va préserver son ambassade au Danemark parce que il sera seulement une fermeture, une situation si courte. C'est ça. Et à question de nucléaire au Sahara et le parallèle avec le cas à Groenland du Danemark, comme Mustafa avait dit, j'avais l'honneur d'être l'avocat au cours danois pour la population esquimau de Groenland et les travailleurs qui étaient blessés pendant ces accidents d'avion et aussi pour les Esquimaux qui avaient jeté de leur village et leur endroit de chasse déjà en 1953. Et on regarde le nucléaire, il y a des lois internationales universelles qui fait protéger la population locale contre ces sortes des erreurs et des actions qui sont contre les lois internationales. Et je suis sûr qu'il est aussi contre les lois de France. Il y a un système de lois qui est universel et qui l'État français est sur le devoir de respecter de compensation si on a fait de mal choses et des choses qui avaient fait blesser, etc., la population dans cet endroit du Sahara. On doit, à mon avis, on doit présenter ça à le gouvernement français et demander des compensations. Sinon, alors, malgré que je ne suis pas avocat en France et je connais pas exactement les lois françaises, je suis certain que nous parlons de ces
aspects et qui sont si élémentaires, si fondamentaux, qu'il n'y a pas de doute que on a des grandes chances pour une résultat. Si on les ressources et le pouvoir d'avancer une seule classe. Je donc suis sûr, parce que mon travail avec Groenland et les problèmes là-bas, j'avais fait des études, n'est pas seulement des lois du Danemark et les lois du Groenland, non, j'ai fait aussi des études des droits d'hommes et des droits fondamentaux qui sont protégés par les conventions des Nations Unies, etc. Et c'est tellement cette élémentaire rôle de ne pas blesser, de ne pas faire des douleurs sur une population de Sahara. C'est mon réponse de ça. Je suis désolé que mon français est tellement de la mauvaise. C'est pas souvent que je parle français. Et أنا آسف أنا لا أتكلم عربي. شكرا. Bonjour, c'est Amos Kar du journal Le Citoyen. Nous vous remercions pour l'exposé dont vous nous avez appris beaucoup de choses en matière de relations entre le Danemark et l'Algérie depuis les années 1700 et plus. Et nous espérons que ces relations se développeront dans le sens positif. Je reviens à ce qui nous concerne dans le temps actuel. Vous avez parlé à deux reprises que vous avez dit que j'espère que l'Algérie gardera son ambassade au Danemark. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une intention quelconque de fermeture de l'ambassade de l'Algérie au Danemark et pour quelles raisons? Deuxième question, par rapport à l'impact de la communauté algérienne au Danemark. Est-ce qu'elle est importante? Quel est son apport pour le développement au Danemark? Nombre d'habitations, évidemment, éventuellement. Merci. Merci pour vos remerciements. Pour revenir à la première question concernant l'intention, c'est-à-dire, c'est pas à nous de prendre la décision, mais comme on connaît dans le domaine diplomatique, il y a parfois ce qu'on appelle la réciprocité, c'est-à-dire, on traite de la même manière. Et ça, pour nous, c'est-à-dire, c'est une catastrophe. Donc, on aimerait bien que l'Algérie ne va pas suivre la même décision du Danemark, parce qu'on trouve, c'est-à-dire comme mon ami Maître Alain il a dit, généralement quand on ferme, il y a aussi monsieur l'ambassadeur Herluf qui a écrit dans son article à Politique au Danemark pour dire, au fond, si on ferme des ambassades pour épargner de l'argent, on perd plus qu'on gagne. Parce que généralement, ça coûte une fortune de fermer une ambassade avec le personnel, avec les papiers, etc. Et malheureusement, comme ils l'ont fait plusieurs fois avant, ils réouvrent et ça coûte une fortune. Donc, c'est-à-dire sur ce plan-là, c'est-à-dire notre avis en tant qu'association, qu'on a un très très grand intérêt, c'est-à-dire que les relations diplomatiques restent toujours fixes malgré qu'on sait. Et on le sent, c'est-à-dire les relations elles sont plus profondes, qu'elles dépassent l'ouverture ou la fermeture d'une ambassade, mais la présence officielle, elle est très importante. Donc on souhaite, c'est-à-dire on n'a pas d'informations qui vont fermer parce que l'Algérie, ils n'ont rien dit actuellement officiellement au moins, mais on souhaite et on aimerait bien que l'Algérie, c'est-à-dire elle garde son froid et elle essaye wait and see pour voir ce qui va se passer. La deuxième question concernant la communauté algérienne au Danemark, d'après les statistiques à l'ambassade, je crois qu'il y a 1300 enregistrés. 1300 Algériens à peu près enregistrés, donc enfants, adultes inclus. Bon, c'est une mosaïque des Algériens, c'est-à-dire au Danemark, il n'y a pas une seule, c'est-à-dire une catégorie bien déterminée. Il y a des ingénieurs dont j'ai l'honneur d'avoir M. Bourrell Chaban, qui est un chercheur et ingénieur qui travaille à Coloplast, une des plus grandes sociétés en médico-technique au Danemark. Et il y a aussi les femmes au foyer. Et
il y a des jeunes qui font des études dans les universités au même titre que les Danois. Il y a aussi des chauffeurs de taxi et il y a aussi des chômeurs. Donc on a un petit peu une variante selon la population danoise. Et généralement, c'est-à-dire ils sont très très bien intégrés et pratiquement les Algériens sont qui parlent le danois, c'est-à-dire le mieux. Je ne sais pas pourquoi, ils ont une adaptation avec le langage malgré qu'ils arrivent en un peu de temps, c'est-à-dire ils parlent très très bien. Donc sur ce plan-là, c'est-à-dire on est très très bien représentés. On essaie de renforcer la représentation. Pardon, je voulais juste... pardon, allez-y. Vas-y. Merci. Je trouve que c'est très important de garder les bonnes relations entre nos pays parce qu'au Danemark, et comme dans le monde de l'Ouest, il y a une tendance croissante de préjudice vers l'islam et vers les pays islamistes. Et c'est très très important avec les pays musulmans un peu plus normaux comme l'Algérie. Et c'est très très... Je trouve aussi que c'est l'Algérie qui a donné naissance à Abdelkader. Je trouve que la quotation que tu as apportée, ça doit être comme une marque symbolique sur toute la coopération dans la société que tu as fondue. Mais au Danemark, il y a un croissant préjudice et croissant xénophobisme dans certaines régions de la population. Et à cause de ça, c'est très important de travailler avec les collaborations culturelles comme l'association de l'amitié entre l'Algérie et le Danemark a commencé. C'est très important. Oui. Et je suis très désolée qu'on va fermer l'ambassade ici. Mais je vais aussi essayer de travailler contre au Danemark. Merci beaucoup. Bonjour, je reviens pour la deuxième fois. Nous remercions Madame qui nous a rappelé sur la caricature. Nous vous demandons de transmettre ce message d'Algériens aux Danois que les Algériens sont pacifiques, ne sont pas violents et ces actes de sabotage, de dénigrement, de haine n'ont rien à voir avec notre sainte religion musulmane et aussi loin de la culture algérienne. Nous insistons énormément à ce que vous transmettez ce message. Merci. Merci beaucoup. C'est juste pour dire, au fond, même le Danemark, il a fini par comprendre. Parce que bon, si vous vous rappelez cette histoire des caricatures, je crois qu'en fait, il est vérifié. Il y a un journal qui est connu pour sa position un petit peu extrémiste, qui a publié la première fois. Et malheureusement, ces caricatures, ils ont été repris par l'ensemble de la presse suite à des menaces de mort contre le dessinateur. Après, il y a une grande partie de la presse qui ont regretté. À l'époque, j'ai même organisé une petite rencontre avec la presse dont M. Riadel était présent, le président qui est actuellement le rédacteur en chef, qui est l'ami intime de Christian. À l'époque, je ne savais même pas qu'ils étaient amis. Qu'il a regretté profondément, actuellement il est très malade, qui a regretté profondément, il a même donné ses excuses au nom de la population. Et je vais vous dire après qu'est-ce qu'il a fait encore. Et par contre, il n'y a pas longtemps, il y a une menace qui était réelle. Le dessinateur qui est protégé par la sécurité danoise, il y a un extrémiste somalien qui fait partie du Chevet, qui est rentré chez lui à la maison. Et l'autre, il l'a vu, donc il s'est précipité, il avait une chambre forte dans la salle de bain. Il s'est mis à l'intérieur, il a fermé la porte. Et l'autre, il a essayé de casser la porte avec une hache, il n'a pas réussi. Ce jour-là, la presse n'a pas fait des déchéances. Ils ont compris, bon, ça c'est l'extrémisme, on va commencer à jouer ping-pong. Donc ça, c'est un acte malheureux, et ça, je trouve que c'est une
très grande victoire de l'amitié, la compréhension et le respect mutuel. Et on est très content, on est très fiers, parce qu'on était très soulagés quand la presse n'a pas repris des caricatures. Monsieur Seidenfeld, le journaliste dont on a parlé, qui voulait bien participer, normalement c'est lui qui devrait animer la presse, la conférence aujourd'hui. Il a invité un groupe de représentants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un groupe de juristes qui représentent, qui disent qu'ils se présentent comme étant la descendance du prophète. Et ils ont fait une fondation, ils sont venus au Danemark avec leur avocat saoudien. Et le journal, entre autres, ils ont fait une très grande conférence, ils ont fait une très grande article dans le journal pour dire on s'excuse pour ce qui s'est passé. Et c'est pas dans nos valeurs, c'est pas dans nos relations, dans notre religion, c'est-à-dire de faire du mal aux autres. Et là, bon, il a été critiqué par certains extrémistes, mais sans plus, quoi. S'il vous plaît. On sait qu'au Danemark, comme dans tous les pays de démocratie, il y a une société civile extrêmement active, n'est-ce pas? Et le vœu de l'Algérie, qui va vers cette démocratie telle que représentée au Danemark, est d'avoir une société civile au moins aussi active. Alors quels pourraient être les liens à établir entre le Danemark et l'Algérie dans ce domaine-là? Parce qu'on a un grand besoin de pouvoir propulser cette société civile et qu'elle puisse s'impliquer un peu dans les affaires du pays. C'est la confiance. C'est la confiance entre la base et la société. Il faut qu'il... Yes, han siger i hvert fald, Danmark er velkendt som en meget, meget engageret civil befolkning med at gøre, som sagt, land til en stor land, og vi er meget, meget imponeret. Hvad kan vi gøre som Algerier for ligesom at få nyde de gode ting fra den danske samfund til vores samfund? Hvad er anbefaling? C'est une grande question. Mais je trouve ces questions, il est très important parce que c'est tellement nos objectifs de cette association de promouvoir, de faciliter cette possibilité de donner à l'Algérie des expériences et d'autres choses qui sera utilisées d'Algérie et aussi au Danemark avoir de informations et aussi des expériences d'Algérie dans lesquelles nous pouvons aussi au Danemark profiter. Alors, je trouve que l'objectif est que au Danemark, nous pouvons profiter des relations avec l'Algérie et aussi en Algérie, on peut profiter de notre expérience, comme vous avez dit. Et Mustapha a montré aussi notre association et le rôle de notre association dans lequel il y a une référence de les déclarations des droits de l'homme de les Nations Unies de 1948. C'est l'idée de l'association de travailler de ça sur l'idée qu'il y a une civilisation. L'Algérie et le Danemark, l'Algérie et le Danemark sont membres de la même civilisation. Il n'est pas une question de class of civilizations. Non, nous sommes tous dans la même civilisation. Et nous avons des problèmes. Il y a des problèmes, bien sûr, en Algérie. Il y a un problème au Danemark. Au moment, c'est le problème que Mustapha a expliqué avec ces choses avec les cartouches. Mais il y a aussi des autres problèmes. Nous avons comme dans d'autres pays de l'Europe,
il y a des groupes d'extrême droite, comme Madame avait expliqué, qui influaient beaucoup à la politique du gouvernement. Et on manque d'informations, malgré le fait qu'au Danemark, il y a un haut niveau d'éducation. Il manque d'informations. On ne sait pas beaucoup de l'Algérie, malheureusement. Et l'information, c'est la première chose d'arranger. Et ces festivals de culture, etc., c'est les choses que nous allons faire pour donner aux populations des informations. Puis, pour répondre à votre question, je trouve que s'il sera plus d'informations, renseignements, intérêt au Danemark pour l'Algérie, je crois que plus de Danois va voyager ici et que nous pouvons créer une situation dans laquelle ils sont plus des étudiantes qui sont échangés et d'autres personnes. Et de plus qu'il y a des contacts, le plus il y a des personnes qui voyagent et fait des éducations et travail de plus. Nous avons des expériences de démocratie, nous avons des expériences d'associations, de créer des associations, de NGO, de non-gouvernement organisations, et je trouve que dans notre travail, nous pouvons aussi faciliter des contacts pour les NGO de l'Algérie avec les NGO du Danemark et vice-versa. C'est un moyen. Nous avons aussi des expériences constitutionnelles. Alors, il sera trop pour c'est sûr pour cet arrangement ici, si je vais commencer de faire une lecture de la droit constitutionnel du Danemark, mais je trouve qu'il y a aussi des expériences qui sera qui sera utile pour la nation. Peut-être pas. Merci. Je voudrais bien ajouter que, à mon avis, les ONG jouent un rôle plus important aujourd'hui qu'avant. Par l'expérience du Danemark, les ONG ont beaucoup plus de membres que les partis politiques, parce que les gens sont intéressés de l'environnement et d'autres affaires importantes pour notre vie. Et ça, pour cette raison, je trouve que c'est très important s'il y a une coopération entre les ONG en Algérie et au Danemark. Je ne sais pas si c'est aussi développé en Algérie comme chez nous. Et moi, je voudrais bien vous poser une question, parce que notre connaissance de la situation en Algérie est très limitée. S'il y a des entraves, des limites, des problèmes de formation des ONG en Algérie, est-ce que pour dire directement, est-ce que c'est contrôlé d'une façon du gouvernement? Il y a des pays voisins où je pense qu'on a certains problèmes. Et aussi, la question, je voudrais bien si quelqu'un pourrait développer la situation actuelle de la liberté de presse en Algérie. Moi, je
personnellement, je connais bien la situation, mais je crois que ce n'est pas tout à fait clair pour le grand public si on peut publier n'importe quoi ou sans risquer la fermeture du journal ou l'emprisonnement des rédacteurs en chef, etc. Actuellement, comment est la situation en Algérie? Merci. Alors, les journalistes algériens ici présents, s'ils veulent répondre à cette question, ils sont les bienvenus. Je crois que en aparté, on avait un peu ce problème. Oui, on avait évoqué ce problème-là. On avait rappelé que dès les années 90, donc il y a eu l'ouverture du champ médiatique ici en Algérie, et sont apparus un grand nombre de titres privés, n'est-ce pas? Et donc il y avait, accompagné par un grand nombre de lois et de règlements réglementant donc cette libéralisation. Bien, depuis les années 90, il y a beaucoup de titres qui ont disparu, mais ils n'ont pas disparu par le fait des pouvoirs publics. Ils ont disparu pour des raisons strictement économiques. Donc, mais il reste quand même de nombreux titres, et d'ailleurs plus prospères que les titres publics. Donc aujourd'hui, on a en Algérie un grand nombre de titres qui paraissent de quotidiens. Il y a 35 ou 36 quotidiens. C'est ça, plus des hebdomadaires, plus quelques mensuels, plus des magazines. Donc il y a une floraison de titres privés qui aujourd'hui coexistent avec la presse publique. Il y a une concurrence qui s'est donc enclenchée. Et je pense que les rapports entre presse publique et presse privée sont les plus cordiaux possibles. Et la meilleure illustration de ça, c'est l'existence de ce centre de presse d'El Moudjahid, qui est l'expression donc d'une presse publique. Et on reçoit avec beaucoup d'honneur et de plaisir nos amis des titres privés qui participent à tous nos débats, et de la façon la plus démocratique qui soit. Et je pense que la rencontre d'aujourd'hui en est témoin, n'est-ce pas? Et dans ce centre-là, qui appartient à un titre public, n'est-ce pas, de nombreux débats sur le plan politique, économique, socio, culturel, hier même encore sportif, sont débattus ici, et encore une fois avec une totale liberté de ton. n'est-ce pas? J'aimerais uniquement ajouter que ce forum d'El Moudjahid est le plus ancien, mais qu'il y a d'autres espaces où les gens peuvent parler. Notamment, il y a le centre de Chab, il y a celui de Chorouk au niveau de la maison de la presse de Kouba. Il y a également Al-Khabar qui a développé un espace, etc. C'est pour dire uniquement qu'il y a maintenant plusieurs espaces où les gens peuvent s'exprimer, peuvent organiser comme ça des débats, etc. Aujourd'hui, la libéralisation de la presse est institutionnalisée. Il y a des textes qui la réglementent, et je pense que on est loin du schéma du passé, où il y avait une presse uniquement publique et donc soumise à un certain nombre de restrictions, etc. Aujourd'hui, le champ est complètement ouvert. Et les agréments de titres, il n'y a aucune difficulté dans ce domaine-là, n'est-ce pas? Il y a un certain nombre de critères qui sont bien sûr énoncés, et dans la mesure où les potentiels éditeurs respectent ces critères, je pense qu'il n'y a aucun problème pour que le titre puisse paraître publiquement. Voilà. Je voulais poser encore une autre question à M. Beneria, concernant l'association que vous présidez. Je voulais savoir s'il y a une écoute auprès des pouvoirs publics danois. Quels sont vos rapports avec les autorités danoises? Quels sont vos rapports avec la communauté
économique et industrielle danoise pour essayer de les sensibiliser. Si vous avez des rapports pour essayer de sensibiliser les sociétés danoises sur ce qui se passe en Algérie, les possibilités et les potentialités qu'a le pays, et encore une fois les possibilités pour d'éventuels investissements. Quels sont vos rapports avec les résidents de la communauté algérienne au Danemark pour également les sensibiliser, non pas pour un retour parce qu'on sait que c'est très difficile. C'est très difficile, mais au moins pour s'intéresser à ce qui se fait en Algérie. En tout cas, il y a une politique aujourd'hui qui est suivie en Algérie, confiée à monsieur le ministre de la Solidarité nationale, qui est en charge aussi des intérêts de la communauté nationale à l'étranger, et qui développe une politique donc, en direction de cette communauté nationale à l'étranger. Monsieur le professeur Khiati lui-même est un ardent militant dans ce domaine-là, a organisé plusieurs conférences en la matière. Alors on voudrait savoir quels sont... Oui, c'est une très très bonne question. De toute façon, notre objectif aussi en dehors, l'aspect politique, c'est-à-dire de défendre les causes justes et de se poser par exemple l'injustice. Donc on a aussi un aspect promotionnel, je veux dire, pour promouvoir les investissements des deux côtés. Donc dans notre site, on essaie toujours de mettre à jour les possibilités et l'historique et le potentiel, entre autres, par exemple, s'il y a un décret présidentiel ou quelque chose dans le sens économique pour les investissements. Donc on essaye de le mettre sur notre site pour sensibiliser la société civile et industrielle, entre autres, par exemple, les contacts aussi par lettre à chaque fois quand il y a un événement, quand il y a une activité faite par la société, pas plus que la dernière fois quand il y avait c'est-à-dire le groupe algérien dans le COP 15 qui ont participé sur la conférence du climat. Donc on les a invités, entre autres les grandes sociétés et les potentialités, pour venir assister. Bon, il y en a certains qui ont répondu positivement. Bon, il faut juste dire qu'on existe depuis presque 2 ans et la plupart des temps, la plupart des gens qui travaillent dans cette association, c'est-à-dire qui sont membres dans cette association, ils ont d'autres activités, d'autres travaux. Donc l'idée en quelque sorte, c'est de faire, mais est-ce qu'on a réalisé ce qu'on voulait faire? Je peux dire, c'est-à-dire l'intention, la volonté est liée, mais ce qu'on a fait sur le terrain, c'est-à-dire on est un petit peu limité, pour ne pas commencer à dire n'importe quoi. Mais c'est d'autres objectifs dans l'avenir. C'est pour sa raison aussi on compte pleinement sur la participation des autorités algériennes pour pouvoir nous aider d'organiser la semaine. Et à ce moment-là, on essaye de toucher le plus grand nombre, parce que dans notre objectif, c'est d'inviter aussi les sociétés algériennes, politiques, économiques, sociales, culturelles, pour pouvoir se promouvoir en faisant aussi l'invitation des Danois pour voir, essayer de développer les potentialités d'échange culturel, économique. L'association, elle est ouverte, donc tous les gens qui ont un intérêt en commun, qui partagent nos volontés, je veux dire, selon le statut, c'est-à-dire ils sont les bienvenus. Pas spécialement les Algériens, c'est-à-dire les Danois, mais c'est sûr, les Algériens aussi ils sont concernés, parce que bon, on n'a pas, c'est-à-dire une filiale spéciale pour recruter les Algériens. Je trouve qu'il y a d'autres organismes qui font ce genre de travail. Notre, c'est-à-dire cheval primordial, c'est de lutter, c'est-à-dire plutôt de travailler pour la compréhension, pour la culture. Et on laisse la tâche, c'est-à-dire de regroupement, parce qu'il y a aussi d'autres associations qui sont faites par, c'est-à-dire d'autres groupes qui représentent, c'est-à-dire les Algériens. Et il y a dans les sites internet, donc j'ai contacté aussi une association de jeunes Algériens qui sont en train d'activer un petit peu pour organiser des petites fêtes. Ils ont même demandé une fois à notre association et à l'ambassade si on peut les aider pour inviter un chanteur pour faire un concert de rail, par exemple, à Copenhague. Madame Bente, hvis du siger bare et eller andet tak, eller for det skal bare være synligt. Selvfølgelig, det må du gerne lige tænke, men vi starter med Bente først. Værsgo. Merci. Merci. Ça n'a rien à faire à ce qu'on discute maintenant, mais on m'a demandé de dire quelque chose sur l'histoire de moi et l'Algérie. Pour moi, c'est très, très, très émouvant d'être ici, parce que la guerre de libération algérienne était ma première éducation en politique. Et l'activisme, c'était nouveau pour moi. En 1959, j'avais 19 ans. Et là, je prenais part à
des conférences des jeunes étudiants internationaux. Et là, j'ai rencontré les jeunes étudiants du monde arabe et du monde africain. Et ça, c'était tout à fait nouveau pour moi. Je n'ai rien su. Et en Yougoslavie, en 1960, j'ai rencontré un assez grand groupe de jeunes Algériens qui étaient là pour se recouvrir des batailles. Il y avait été des moudjahidines dans les montagnes en Alger, et j'étais étonnée, pour le dire très silencieuse. Pour nous, quand je suis revenue à Copenhague, j'étais à une manifestation où il y avait des autres gens qui donnaient des papiers ou les flyers. Est-ce que tu souhaites de supporter la lutte de la Front de libération en Algérie? J'ai bien pensé, oui, je vais bien. Et là, j'ai commencé de travailler avec cet petit magasin mensuel qu'on appelait l'Algérie libre. Et là, on avait beaucoup d'autres activités. C'était de faire des collections de l'argent et écrire pour les journaux, essayer de faire quelque chose à la publicité danoise. C'était difficile, mais c'était aussi controversiel. Il y avait aussi un petit groupe qui était vraiment controversiel, un petit groupe de trotskistes qui en fait ils produisaient des petits éléments pour les armes. Je ne sais pas qui c'était toute l'arme, je crois qu'on l'a construit ici. On a envoyé les petits éléments de plusieurs pays, puis on a eu des contacts avec les unions des travailleurs au shipping, et on l'a porté ici. Il y avait un petit ville ici où on a reconstruit ou assemblé ces petites armes. Ça a naturellement été très, très, très controversiel au Danemark quand c'était connu. On a aussi fait beaucoup de choses sur le plan démocratique et collectionner les vêtements et tout ça. Il y avait une grande activité jusqu'à la libération, et après on a formé ce comité d'Algérie que Mostafa a parlé. Ce que je veux dire, c'est que toute l'histoire de la lutte de libération en Algérie a été la plus grande leçon pour la jeunesse progressiste dans l'Ouest, et Danemark aussi. C'était la grande leçon de colonisation, l'histoire et la nature de le colonialisme. Et pour ça, je veux exprimer ma gratitude à la peuple d'Algérie parce que vous avez payé avec la vie. Pour moi, je n'ai pas risqué la vie, j'ai risqué ma bonne réputation. Ça n'a jamais été très bonne d'ailleurs. Et comme ça, c'était très peu. J'ai risqué. Mais aussi, c'est important de connaître ce qui est passé en Algérie après, parce que, à mon avis, le colonialisme tout le temps se reconstruit, trouve les nouvelles formes. Ça existe toujours.
économique et aussi militaire. Mais on l'appelle autre chose. Mais ça existe encore et pour ça, il faut connaître l'histoire de les colonies modernes aussi. Merci pour l'invitation. Je suis heureuse d'être ici. Oui, allez-y, monsieur. Madame, mes amis, comme ancien officier de la laine, avec mon camarade qui est ici présent, nous avons deux choses à vous dire. Deux choses. La première, qui pour nous est quelque chose de nouveau, peut-être on le soupçonnait un petit peu, que les pays nordiques, y compris et surtout le Danemark, nous avions des amis là-bas. Et vous savez, madame, quand vous aviez en souriant dit, nous n'avons fait pas beaucoup, mais nous avons fait ce que nous pouvons d'antan, je ne peux que vous embrasser. Pour ces sourires-là. Deuxièmement, il est pour nous une grande satisfaction, nous les anciens qui ont survécu, que la jeunesse, qui était quand même une jeunesse dorée vis-à-vis de nous, ou vis-à-vis du peuple exploité, cette jeunesse dorée a fait certaines réflexions et s'est trouvée à nos côtés. Madame, je m'excuse, mes hommages. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Sinon, on peut conclure. Dernière question, peut-être. Une petite question, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, messieurs, dames, en cas. Vous êtes les bienvenus chez vous et vous êtes chez vous. Merci. Je souhaiterais de voir l'équipe algérienne et l'équipe danoise un match Algérie-Danemark. Viva Algérie, viva Danemark. Merci beaucoup. Merci pour nos invités. Merci pour nos invités de l'étranger. Et donc, je repasse la parole à Si Taleb pour Voilà. conclure. Donc, même si l'ambassade du Danemark venait à fermer d'ici septembre, vous êtes les magnifiques et vous resterez les magnifiques ambassadeurs de votre pays ici en Algérie. Voilà.